Je me présente, je suis Olivier Dossou, donc je serai l'animateur et évidemment le modérateur de ce panel. À ma gauche, donc, j'aurai le plaisir d'échanger sur le livre de Ludo de Witt, L'Ascension de Mobutu, avec mon doyen, comme je l'appelle affectueusement, Amba Baudouin-Wechi, qui est rédacteur en chef du journal en ligne Congo Indépendant. Il va vous dire un mot là-dessus, à titre introductif. Et puis évidemment, à ma droite, Ludo de Witt. Alors, il va évidemment se présenter par la suite lui-même, mais il est important de préciser que c'est un auteur assez prolixe, qui a écrit plusieurs livres et essais. Et il s'est surtout fait remarquer par un livre qui a beaucoup marqué, j'allais dire, le landerneau politique belge et même international. C'est son livre sur l'assassinat de Patrice Lumumba. Aujourd'hui, il nous revient avec un livre qui, il nous dira un mot là-dessus, à titre également introductif, qui est intitulé « L'ascension de Mobutu. Comment la Belgique et les États-Unis ont installé une dictature ». J'allais même ajouter au Congo. Le livre « L'ascension de Mobutu », n'est-ce pas un peu le tome 2 qui fait suite à votre premier ouvrage qui porte sur l'assassinat de Patrice Emery Lumumba? En tout cas, merci pour l'invitation, pour présenter et discuter sur mon livre avec vous et avec la salle. Oui, effectivement, ce livre, L'Ascension de Mobutu, est le complément de mon livre L'assassinat de Lumumba. Pourquoi? Parce que quand on dit assassinat de Lumumba, on dit ascension de Mobutu. C'est presque une chose qui était inéluctable, cette évolution vers une dictature militaire. Et pourquoi? Parce que l'élite belge, quand elle a construit la colonisation, c'est une élite qui était petite, qui était jeune, qui était pas expérimentée et qui n'a pas vraiment préparé le Congo à son indépendance. Le mot d'ordre dans des milieux coloniaux, c'était pas d'élite, pas d'ennemi. Et donc, on n'avait pas construit, comme on a fait dans plusieurs autres pays colonisés, une élite nationale. Et c'était quelque chose qui a été très bien compris par le roi Baudouin, enfin, au moins par l'entourage du roi Baudouin, parce que lui, il était encore très jeune et très inexpérimenté. Dans un discours fin 59, donc quelques mois avant l'indépendance, il disait « Des forces tumultueuses se sont mises en branle sans que des élites sages et expérimentées fussent présentes en nombre suffisant pour les encadrer et diriger. » Amba Wechi, vous venez donc d'écouter Ludo de Witt, avant évidemment de revenir sur ce qu'il a dit. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre site d'information et d'analyse, Congo Indépendant, et évidemment dire un mot sur l'ouvrage que nous allons commenter cet après-midi, à titre liminaire? Merci. Bien, Congo Indépendant est un journal en ligne qui a été lancé au mois de novembre 2003. Et pourquoi 2003? C'était pour accompagner la transition avec le fameux régime 1+4, le mouvement rebelle et le gouvernement de Joseph Kabila. Donc on pensait accompagner la transition dans l'espoir qu'on allait assister à l'avènement d'un ordre politique nouveau. Donc voilà un peu, et depuis 2003, nous tournons en rond. Alors, à propos du livre, je dois d'abord saluer la passion de M. de Witt pour notre pays, le Congo. Mais je voudrais déjà lui poser une question. Quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de hasard. Quelle est la motivation de votre passion pour le Congo? Y a-t-il un élément déclencheur chez vous qui vous donne ce temps pour consacrer au Congo? C'est tout à fait clair que je suis inspiré par les motivations progressistes.
Et donc, ça influence ou ça détermine le choix de mes recherches. Je travaille d'ailleurs pas seulement sur le Congo, aussi sur le Moyen-Orient, islamophobie, le climat aussi, parce que je viens récemment publier un livre sur le changement climatique. Donc, cet esprit progressiste, internationaliste, a une influence sur le choix des sujets. Mais à côté de ça, une fois que le sujet a été déterminé, il faut l'analyser le plus objectivement possible. Donc, et pourquoi le Congo? Parce que je n'ai pas vraiment des attaches personnelles avec le Congo. En fait, mon intérêt pour le Congo a commencé en lisant un livre de Jules Chaumet qui, en 60-61, quand il y avait une barrage médiatique en Occident, une démonisation féroce contre Patrice Lumumba, c'était une des rares Belges qui a pu résister à cette barrage médiatique et qui a essayé de défendre Lumumba. Et un jour, il a écrit un livre, Moïse Tshombe ou l'escroquerie katangaise. Et j'ai lu ce livre et j'ai dû constater que, bien que l'assassinat de Lumumba est une des assassinats politiques les plus importants du XXe siècle, il y avait des trous énormes dans l'explication. Et donc, c'est un peu par curiosité que j'ai commencé à m'intéresser pour cet assassinat. En même temps, je crois que la période de la décolonisation, la transition de la colonisation vers le néocolonialisme, nous apprend beaucoup. Ça nous apprend beaucoup sur la période coloniale, mais aussi sur la période qui va suivre, la période néocoloniale, qui en fait dure jusqu'à aujourd'hui. Et deuxièmement, et ça c'est peut-être la chose la plus importante, cette période était, je crois, la seule période dans l'histoire de la Belgique où l'élite belge a jugé que ses intérêts fondamentaux étaient en danger de mort. C'était aussi vrai pour les deux périodes des deux grandes guerres mondiales, Première et Deuxième Guerre mondiale, mais à ce moment-là, l'appareil de l'État belge était détruit, quoi. Et donc, on a vu, à travers cette période de décolonisation, quelle est la réaction de cette élite qui, en temps normaux, disons, se cache, s'endort et laisse donc la gérance des affaires d'État aux politiciens, au Parlement, au gouvernement, etc. Alors on voit avec quelle férocité on réagit pour défendre ses intérêts fondamentaux. Et ça, c'est une leçon, à mon avis, qui est essentielle, aussi bien pour les Belges, mais aussi pour les Africains et pour les Congolais. Et c'est ça que je vais essayer de développer à travers mes recherches. Avant de poser ma deuxième question, je tiens d'abord à remercier Olivier Dossou-Fado pour l'invitation et surtout l'initiative. Olivier Dossou-Fado qui est béninois, donc c'est un panafricaniste. Il aime toucher à tous les sujets qui concernent le Congo, le continent, et je l'en félicite. Merci. L'Afrique ne sera forte que lorsqu'elle sera unie. Alors ma deuxième question est moins sympathique, M. De Witt. Je dois vous avouer que je n'ai pas terminé le livre. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai commis l'erreur de commencer la lecture à la première page. Et je n'ai trouvé le sujet sur Mobutu, le chapitre sur Mobutu, qu'à la 391e page. Je pose une question un peu, très peu sympa. Est-ce que ce sont les spécialistes du marketing qui vous ont obligé à mettre le titre « Ascension de Mobutu » alors que vous parlez plus de rébellion au Congo? Non, je crois que c'est un jugement qui est pas correct. C'est aussi un jugement qui a d'ailleurs été défendu par Marie-France Cros dans la Libre, qui apparemment veut encore défendre d'une façon ou d'une autre les interventions belges dans cette affaire. Elle a notamment écrit qu'il y avait seulement quelques officiers belges qui étaient actifs à l'époque, bien qu'il y avait 330 qui dirigeaient les opérations. Non, ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, dans cette période,
à partir de fin 60, donc au moment où l'Occident était en train de combattre le gouvernement Lumumba, que le rôle de Mobutu et que le rôle de l'armée congolaise était insignifiante. Et en quelque sorte, la Belgique avait très vite mis sous tutelle cette armée congolaise. Elle avait détruit tous les campements, tous les garnisons qui étaient en mesure de combattre, qui étaient des garnisons nationalistes, notamment au Katanga. On avait gangréné cette armée en introduisant la corruption, en organisant des licenciements massifs. Tout ça, j'ai documenté ça dans mon premier livre sur l'assassinat de Lumumba. C'était des opérations qui étaient faites à travers les fonds secrets aussi bien du gouvernement belge que de la CIA, que des Américains qui ont travaillé à travers des militaires, des casques bleus onusiens. Et donc, ce qui était essentiel dans cette ramification en 60-61, c'est que, et ça j'ai expliqué dans le livre, que dès le début, on a misé sur l'installation d'une garde prétorienne autour du pouvoir central. Le fait est là qu'en quelque sorte, cet état-major autour de Mobutu, qui était considéré comme un homme fort, mais comme disait un des dirigeants des Nations Unies, c'était l'homme fort le plus faible que j'ai jamais connu. C'était quelqu'un qu'on a mis en réserve jusqu'au moment où toutes ces rébellions étaient matées. Et ça, c'était la première tâche qu'on devait exécuter avant qu'on pouvait, sur cette cimetière politique, avant qu'on avait atomisé cette population, à ce moment-là, on avait l'occasion pour laisser Mobutu installer son régime. Le titre du livre, c'est « L'ascension de Mobutu ». Est-ce que vous direz aujourd'hui, avec un peu plus de recul sur la base du travail que vous aviez fait, que cette ascension était presque programmée? C'est-à-dire que lorsqu'on lit le livre, on constate par exemple le rôle qu'a joué en arrière-plan Monsieur Larry Devlin, vous allez nous dire un mot, et surtout comment on a fait en sorte de créer un peu le vide autour de Mobutu pour que la classe politique se chamaille entre elles et qu'il apparaisse comme le rempart. Non, l'ascension de Mobutu n'était pas programmée. En fait, à partir de l'indépendance, l'Occident avait été pris en vitesse. Pourquoi? D'abord, il est comme ça que, début 60, on a décidé d'accorder cette indépendance très vite et à 100%. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'au courant de l'année 59, il y avait une radicalisation qui prenait ampleur dans tout le pays. Et on a cru que si on allait l'accorder directement, on allait devancer cette radicalisation. Et qu'en quelque sorte, une majorité du Parlement congolais serait remplie avec des politiciens dociles. Quand on voit les documents, il y avait l'estimation du gouvernement belge que 80% des politiciens seraient des politiciens pro-belges. Et donc, une fois que Lumumba a pu former un gouvernement, a pu acquérir une majorité, c'était vraiment une catastrophe pour la Belgique, c'était inattendu. Et à ce moment, il y avait encore une carte maîtrise que la Belgique avait dans ses mains. Pour la période après l'indépendance, c'était l'armée. L'armée congolaise qui a été, c'était en fait l'armée coloniale qui a été transférée intégralement à l'État indépendant. Une armée qui était dirigée, parce que c'était un système d'apartheid très dur, tous les soldats étaient des Noirs, tous les officiers étaient des Blancs. Des officiers belges qui avaient prêté allégeance au roi, à la monarchie, qui étaient extrêmement conservateurs. Et donc, on a cru que cette armée pouvait tenir en échec le gouvernement Lumumba. Et donc, ça n'a pas marché. Dès que Lumumba a africanisé l'armée, il perdait cette carte, et c'est directement qu'on est intervenu et qu'on a décidé d'en finir avec Lumumba. D'abord, on a essayé de l'éliminer politiquement, ça n'a pas marché.
Et donc, finalement, on a choisi l'option pour l'éliminer physiquement. Et donc, c'est à fur et à mesure qu'on progresse, que la situation politique évolue, qu'on prend des nouvelles décisions. Donc, c'est certainement pas vrai que dès le début, on avait programmé de mettre Mobutu en place. On a cru au début, en 61, qu'on pouvait installer un régime parlementaire avec Cyril Adoula, qui était un homme qui était very close avec la CIA. On a cru qu'avec un Mobutu et ses commandos sur l'arrière-plan, qu'on pouvait stabiliser le pays. Mais ce qu'on avait oublié, c'était qu'il y avait plus que Lumumba. Lumumba n'était que l'expression d'une révolution anticoloniale. Il y avait des dizaines de milliers de Congolais qui voulaient vraiment une réelle indépendance. Et c'est ça qui s'est devenu clair au courant des années 63, 64, où il y a partout des rébellions, des jacqueries qui se sont éclatées. Et alors on a de nouveau, et contre son gré, on a de nouveau dû intervenir pour mater définitivement cette volonté du peuple congolais d'avoir une réelle indépendance. Et c'est suite à ça qu'on a donc fait l'option pour une dictature militaire. Oui, à propos des rebelles, vous les décrivez comme des individus sans aucune conviction, De qui vous parlez? les rebelles, Oui, okay. les Simba ou autant que les Moéristes. Vous dites qu'ils n'avaient aucune conviction. Est-ce que ce n'est pas un peu normal pour des gens qui n'ont pas été assez formés finalement? Parce que quand on visite des documents d'histoire, on se rend compte que la plupart des ministres avaient fait 3 années d'études post-primaires, d'autres 4 années d'études post-primaires. Est-ce qu'on imagine ici en Belgique un ministre qui a fait 3 années post-primaires s'acquitter de son devoir comme il se doit? C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que ce n'est pas un jugement un peu sévère étant donné qu'il n'était pas préparé? En tout cas, ce n'est pas un jugement moral, hein. C'est une constatation de fait. Et donc, vous avez raison. Vous avez raison. Le mot d'ordre colonial était pas d'élite, pas d'ennui, donc pas d'instruction fondamentale. Pas seulement ça, il n'y a que seulement, de facto, le dernier année et demie avant l'indépendance, qu'on avait la possibilité de construire des syndicats, construire des partis politiques. Donc effectivement, le niveau de formation des Congolais était extrêmement faible. Pour vous donner juste un exemple, dans le gouvernement Lumumba et dans les cabinets sur des postes centraux, il y avait 4 indicateurs de la sûreté belge. Ça c'est confirmé par le colonel Van der Waal, l'ancien chef de la sûreté coloniale. Donc la victoire de Lumumba aux élections, c'était en quelque sorte une victoire pyrrhique. Il était extrêmement faible. Et donc, une fois que, après cette indépendance, on a détruit toute la direction nationale de cette élite nationaliste qui s'est forgée à travers la lutte contre le colonisateur, effectivement, tout le cadre n'était plus là. Et c'était, en fait, les rebelles ont été, en quelque sorte, la victime de leur succès. Ils ont pu, la population aspirait à une vraie indépendance et arriver en masse au secours des rebelles, mais les rebelles n'avaient pas les instructeurs, la stratégie, la vision politique justement pour encadrer cette rébellion. C'était en quelque sorte inévitable. Et pour qu'on progresse vraiment pas à pas, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation synthétique du personnel politique congolais à l'époque? À partir de l'assassinat de Lumumba, et donc quelques mois après, on a donc instauré le gouvernement Adoula. C'était un gouvernement qui était hautement contrôlé par les Américains. Il ne faut pas oublier qu'on avait une lutte de l'Occident contre les nationalistes congolais, mais en même temps, on avait une lutte entre la Belgique et les États-Unis pour
l'influence au Congo et le contrôle du Congo. Et donc à ce moment-là, déjà, les États-Unis étaient en train de reprendre les reins, de facto, vu leur intervention massive, vu leur station de la CIA qui était énorme, les moyens financiers qui étaient aussi très grands. Et donc c'était eux, en quelque sorte, qui ont aidé à installer Abdoula comme Premier ministre congolais. Derrière lui, enfin, ou au-dessus de lui, il y avait Kassavubu qui avait une certaine renommée, une certaine auréole nationaliste, parce qu'il était au milieu des années 50, donc 5-6 ans avant l'indépendance, une des premiers hommes dirigeants, on ne peut pas dire homme politique, parce qu'il n'y avait pas de parti politique à ce moment-là, il dirigeait plutôt une association socio-culturelle qui a poussé vers plus d'autonomie, plus d'indépendance pour le peuple congolais. Selon ce que j'ai lu, la Belgique a été surprise par le coup d'État de Mobutu, ce qui n'est pas le cas des Américains. C'est ça que vous semblez affirmer. Il y a toujours des documents qui ne sont pas mis à la disposition du public. Il y a notamment le Freedom of Information Act aux États-Unis qui permet aux chercheurs de demander des documents. J'ai fait encore ça avant que j'ai publié ce livre. Il y a toujours des documents que la CIA ne veut pas divulguer sur cette affaire-là. C'est pas un hasard parce que il y a un livre Foreign Relations of the United States qui décrit l'histoire officielle des États-Unis. Et c'est fait par le State Department, par le State Department, et le State Department a l'obligation de produire une histoire officielle dans les 30 ans après la fin des événements qu'on doit analyser et décrire. Et donc pour le Congo, c'était en 2003. Ce n'est qu'en 2013 qu'on a publié ce document. Pendant 10 ans, la CIA a lutté contre la publication de ces documents. Finalement, on l'a publié, mais il y avait des trous énormes. La seule chose qui sort dans ce livre, c'est que pendant les décennies que Mobutu était au pouvoir, qu'on a investi massivement de l'argent dans Mobutu et dans son entourage. Ça ressort clairement de ce livre. Mais donc, tous les documents, on n'a toujours pas. Ceci dit, j'ai pas trouvé un document qui décrit que, effectivement, SPAC, le gouvernement belge, était au courant que ce jour-là, le 24, dans la nuit du 24 au 25 novembre 1965, les militaires allaient organiser un coup d'État. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que, avant cet événement, SPAC poussait l'état-major de l'armée congolaise d'entrer en action. Et je donne le document. Et c'est un document qui a un clair, avec une menace dedans, qui dit si Mobutu n'entre pas en action, ça aurait des conséquences pour l'aide qu'on va donner à cette armée. Et donc, comment je l'ai compris, aussi de ce que Devlin m'a dit, mais aussi quand on lit ses mémoires et tout, Mobutu a eu l'intelligence de ne pas dire à Devlin qu'il allait préparer un coup d'État. Parce qu'il savait que s'il allait faire ça, Devlin serait obligé de le rapporter au State Department. Et il ne savait pas quelle serait la réaction. Sans vouloir anticiper, vous dites que la Belgique a soutenu le régime Mobutu jusqu'à la fin des années 80. Or, quand on constate les faits historiques, le premier clash entre la Belgique et le régime de Mobutu a commencé avec la nationalisation de l'Union minière du Haut-Katanga en 1966. Et puis il y a la zaïrianisation. Bon, vous dites zaïrisation. Je vais préférer votre terme peut-être. Vous dites la zaïrisation de l'économie en 1973. Or, selon des documents qui existent encore, depuis 1973, la Belgique, le monde économique, s'est désengagé du Congo et la Belgique ne finançait plus que ce qu'on peut appeler l'humanitaire. Par contre, vous dites que la Belgique a soutenu Mobutu jusqu'à la fin de 80. Est-ce que ce n'est pas contradictoire?
Non, pas du tout. Quand j'ai dit la Belgique a soutenu le régime Mobutu, ça ne veut pas dire que le régime mobutiste était une simple succursale de la Belgique, ça j'ai pas dit. Pour utiliser une métaphore, en 60, quand la Belgique, les Américains et les Nations Unies ont déstabilisé le gouvernement Lumumba et mis en place un régime néocolonial faible, on peut considérer les Congolais à ce moment-là comme des enfants. Pas en termes d'intelligence, mais je veux dire en termes de rapport de force. C'était des gens qui étaient tellement inexpérimentés, avaient un manque de moyens, n'avaient pas donc les réseaux essentiels. Les dirigeants congolais à ce moment-là étaient très faibles, c'était des enfants. C'était plus vrai en 65. En 65, on peut dire, et c'est une métaphore, il ne faut pas prendre ça littéralement, les politiciens congolais n'étaient pas des enfants, mais plutôt des adolescents. C'était des gens qui pouvaient de temps en temps faire quelque chose qui ne plaît pas aux parents, aux pères, et parfois c'était toléré, mais quand ça va vraiment trop loin, alors il y a une intervention du père et elle dit non, c'est fini. Maintenant, ce qui s'est passé avec le régime Mobutu à partir de 65, effectivement, on a introduit certaines mesures. Et c'était essentiel pour Mobutu pour faire ça, parce que jusqu'en 65, c'était notamment une des grands conflits que Mobutu avait eu avec les politiciens. Il y avait certains politiciens qui voulaient éjecter les mercenaires. Mobutu disait non, on ne va pas éjecter les mercenaires. Et au contraire, il avait encore augmenté le nombre des mercenaires dans le 6e commando. Et donc, lui, il avait besoin d'une sorte de drapeau nationaliste pour se maintenir et pour s'installer sur la scène africaine. Et c'était un homme très intelligent. De nouveau, il est très intelligent. Et donc, la nationalisation de l'Union minière rentre dans cette logique, juste comme, enfin, c'était un acte hautement cynique qu'il a fait de Patrice Lumumba héros national, l'année après. Mais cette nationalisation de l'Union minière et sa transformation dans la GECAMINE, tous les leviers financiers ont resté aux mains de la Société Générale. La commercialisation du cuivre a été restée aux mains de la Société Générale. On n'a pas touché au profit de la Société Générale. Donc Mobutu, comme adolescent, il savait très bien où il pouvait aller, où étaient les limites. Mais même dans les années 80, et ça je décris aussi dans mon livre, dans les années 80, il y avait toujours une collaboration massive entre la Belgique et le marché mondial avec le régime Mobutu. Il y avait toujours plus ou moins 250 entreprises zaïroises qui étaient essentiellement contrôlées par la Belgique. Il y avait encore quelques milliers de Belges qui travaillaient au Congo dans des activités économico-financières. Donc, en quelque sorte, ce n'est que au fur et à mesure que dans les années 80, quand Mobutu a fait ce que l'Occident voulait, c'est-à-dire sur instigation de l'IMF et de la Banque mondiale pour assainir l'État, mais c'était un assainissement pour qu'il pouvait transférer donc l'argent pour repayer la dette publique du Congo sur le frais de la population. Hein, on a en quelque sorte diminué avec 50% le nombre de fonctionnaires, le nombre d'enseignants, on a diminué le pouvoir d'achat des travailleurs, des fonctionnaires, etc. C'est-à-dire qu'à ce moment-là où l'économie zaïroise était en train de désintégrer, que la Belgique a pris une position plutôt morale et qu'on a pris ses distances envers le régime Mobutu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, parce que ça revient beaucoup dans le livre, les Binza Boys?
en ce qui concerne les Binza Boys, bon, c'est un groupe, c'est un nébuleuse plutôt, hein, c'est un groupe très hétérogène. C'était presque tous des gens qui, à un moment ou à un autre, étaient dans l'entourage de Lumumba et qui, pas dans une vision morale, mais dans une vision politique, l'avaient trahi et qui, en quelque sorte, avaient franchi le Rubicon, et pour lesquels il n'y avait plus un exit vers l'autre côté. Donc, quand on voit notamment le niveau des dirigeants du CNL, bon, c'était pas très attrayant pour changer de cap sur ce plan-là. Mais ça restait donc un groupe très instable qui avait beaucoup de tâches avec les différents services secrets américains, français, belges, et qui, en quelque sorte, ont été mis dans le frigo jusqu'en 1964. Le président Mobutu a dirigé le Zaïre-Congo pendant 32 ans, comme nous le savons. Il a été renversé au mois de mai 1997. Cela fait 20 ans. Pourquoi parler de son ascension aujourd'hui? Ben, comme j'ai dit au début, un élément est que, en fait, ces événements nous montrent la nature des élites occidentaux, qui voulaient coûte que coûte et qui vont utiliser tous les moyens, néanmoins qu'il y a toutes sortes de mots de code qui sont utilisés pour intervenir, droits de l'homme, paix, etc., justement pour avoir accès aux richesses du Congo. Et je crois que quand on analyse ce qui s'est passé dans les années 60, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est venu après, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, je rappelle à ce que disait l'éminence grise de la diplomatie américaine, Henry Kissinger, qui disait à un certain moment... À propos des Arabes, oui, le pétrole. Le pétrole est un produit trop stratégique pour laisser aux mains des Arabes. Et c'est la même chose pour le Congo. Ce pays est tellement riche que tous les pouvoirs occidentaux, tous les pouvoirs capitalistes voulaient mettre leur main dessus. Quand vous avez aujourd'hui Amnesty International qui demande à Apple d'où vient ton coltan, et Apple dit, et Samsung dit, je ne sais pas, c'est ridicule. À partir de 1965, la République cubaine qui a installé une révolution communiste depuis 1959, je crois, avec la chute de Batista, va envoyer une mission au Congo avec Che Guevara. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les raisons de cet échec notamment? Che Guevara, qui était donc commandant de la révolution à Cuba, était très touché par l'assassinat de Lumumba. Il a toujours dit qu'il faut venger d'une façon ou d'une autre cet assassinat horrible. Maintenant, à partir de 1964, quand les rébellions étaient en train de se répandre à l'est du Congo, les Cubains avaient bien compris que la lutte entre les rebelles et le gouvernement et le régime, et surtout donc avec les forces d'intervention occidentales, avait des conséquences stratégiques. Et ça s'est confirmé après, parce que la défaite de la rébellion et l'installation d'un régime néocolonial stable en 1965 avec Mobutu, ça a eu des conséquences énormes pour tout le continent. Ça a aidé à consolider en quelque sorte le régime d'apartheid dans l'Afrique du Sud, à consolider toutes les colonies portugaises, a donné l'occasion à Ian Smith d'installer son régime, ce settler régime en Rhodésie. Ça a introduit... Settler régime, il faut préciser, une colonie de peuplement. C'est bien ça. Hein? Oui, c'est ça. Et dans cette période-là, on a eu le renversement du gouvernement progressiste de Ben Bella en Algérie. On a eu des coups d'État militaires, on a renversé Nkrumah.
Je crois que dans cette période-là, il y a six coupes militaires qui se sont produites dans la région. Donc les Cubains, ils comprenaient très bien que c'était un enjeu stratégique. Et Guevara, qui voulait absolument éteindre la révolution en Amérique latine, mais à ce moment-là, les conditions n'étaient pas propices, il a fait un arrangement avec la direction cubaine d'aller au Congo, à Cuba, au Congo. Je veux remarquer, ils sont allés sans que l'Union soviétique était au courant. Ils n'étaient pas au courant parce que chez nous, on présente facilement le Cuba comme un instrument de l'Union soviétique. C'est complètement faux. D'ailleurs, sur le rôle de l'Union soviétique, il y a beaucoup à dire en ce qui concerne le Congo. Et donc, il est arrivé en avril 65, malheureusement, à un moment où l'épine dorsale de la rébellion était déjà brisée. Et on n'avait encore quelques poches de rebelles qui étaient en train de végéter dans la région de Fizi-Baraka. Et donc Guevara est intervenu avec ses volontaires cubains, mais il a dû constater qu'il n'y avait pas vraiment une volonté de combattre encore chez les Congolais. Et avec son honnêteté caractéristique, il disait « Nous autres, on est allés au Congo pour cubaniser les Congolais, mais ce qui s'est produit, c'est qu'on a congolisé les Cubains. » Maintenant, il est aussi important de préciser qu'à la fin des années 70, et là j'aimerais vous entendre là-dessus, il y a un représentant du FMI, Erwin Blumenthal, qui a fait un rapport très cinglant sur la gestion de Mobutu, mais malgré ça, la Belgique, les milieux financiers ont continué de porter à bout de bras le régime. À la grande stupéfaction de la Belgique, Lumumba peut former un gouvernement, et quelques jours après, la Belgique décide de changer la nationalité des compagnies à charte, comme le comité spécial du Katanga, qui, en quelque sorte, était la propriété du Congo, et on change cette nationalité en fait des sociétés belges, de sorte que toutes les actions que l'État congolais avait dans des sociétés comme l'Union minière étaient hors de portée du Congo. Et donc, pendant des années, on a eu une lutte entre le Congo et la Belgique en ce qui concerne ce portefeuille. Et quand Mobutu a pris le pouvoir, il a dit, je le mentionne d'ailleurs dans mon livre, il a dit, à SPAC, il a dit, écoute, nous autres, on a été roulés en ce qui concerne le portefeuille. Mais bon, on va travailler ensemble. Donc, dès le début, de nouveau, l'adolescent montre qu'il sait les limites d'où il peut aller. Et donc, il accepte cette dette odieuse. Mais il y a une grande différence entre un Mobutu qui accepte l'assainissement de l'État aux frais de la population, justement pour repayer cette dette. La dette odieuse, mais aussi la dette pour laquelle lui-même est responsable. Vous mentionnez le rapport de Blumenthal, c'était de 82, mais Blumenthal, dedans, il estime la fortune personnelle de Mobutu à ce moment à 2 milliards de dollars. À 2 milliards de dollars. Et donc il continue à payer ça. Et ce n'est que des années après, quand il voit que cet assainissement ne provoque pas un rebondissement des investissements internationaux, qu'il commence à avoir, Mobutu commence à parler de l'impossibilité de repayer la dette. Et ça, c'est la différence entre un Mobutu, qui était le chargé d'affaires de l'Occident, et quelqu'un comme Thomas Sankara, ou comme Fidel Castro, qui effectivement ont mené une grande lutte pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Et on connaît la situation de ces deux hommes et quelles étaient les conséquences. On a voulu assassiner Castro maintes fois et finalement on a assassiné Sankara. Jusqu'à la fin des années 1980, Mobutu a été pleinement soutenu par Bruxelles. Ne pensez-vous pas que c'est plutôt la guerre froide qui a fait en sorte que la Belgique ne puisse pas déstabiliser Mobutu? L'idée que la crise congolaise et tout qui a suivi était essentiellement une bataille
dans cette guerre mondiale qui était la guerre froide, il faut se poser beaucoup de questions. Effectivement, dans la période 60-65, la période de la destruction du gouvernement Lumumba, on a portraité Lumumba comme un communiste, ou quelqu'un qui jouait le jeu des communistes. On sait entre-temps qu'il y avait des tracts qui ont été fabriqués ici sur le cabinet du ministre des Affaires africaines, dans lesquels Lumumba disait peuple congolais, il faut maintenant suivre les dirigeants de l'Union soviétique, signé Patrice Lumumba. Ils étaient emmenés au Congo et distribués là-bas, et de sorte qu'on pouvait présenter Lumumba comme un communiste. Moi, je ne crois pas que le perestroïka et la destruction de l'Union soviétique étaient fondamentales dans ce qui s'est passé dans les années 80 et 90. Je crois que la liquéfaction de l'État congolais, notamment à la demande de FMI et du Banque mondiale, et ça combiné avec comment dire, avec la kleptocratie du régime de Mobutu, ces deux-là ont vraiment créé une situation qui était intenable, et je suis d'accord avec le professeur Van Temse qu'en fait on a utilisé donc ce qui s'est passé à Lubumbashi en 90 comme une sorte de prétexte, un prétexte moral justement pour prendre les distances de ce régime. Quel est le regard que vous portez sur cette période-là, grosso modo? Quel bilan faites-vous de la gestion de Mobutu à la tête de l'État congolais et qui a permis qu'on ait aujourd'hui cette situation dans laquelle se trouve le Congo? Est-ce qu'il y a une continuation? Est-ce qu'il y a un lien objectif entre la gouvernance de Mobutu dans les 3 décennies qui ont suivi et l'État aujourd'hui dans lequel se trouve le Congo? Ben, je sais que dans certains milieux, vu l'état du Congo actuel, qui est terrible, il y a une certaine nostalgie vers l'époque mobutiste. Alors je dis, bon, peut-être qu'il faut alors se tourner vers l'original et pas vers la copie. Alors on peut avoir une nostalgie envers la période coloniale. Il y a un élément qui est certain, c'est que le régime de Mobutu a gardé intact l'esprit d'une unité nationale du Congo. Cette unité nationale, que tous ces peuples se voient comme faisant partie d'un peuple, le peuple congolais, ça c'est quelque chose qui a été maintenu sous Mobutu. La question est, est-ce que c'est grâce à Mobutu ou justement, comment on dit ça? Malgré lui. Malgré lui, oui. Parce que bon, on a joué pas mal de peuples l'un contre l'autre dans l'histoire, aussi bien avant l'indépendance qu'après l'indépendance. Donc bon, ça c'était un fait. Mais je crois que la situation aujourd'hui est vraiment, oui, c'est vraiment terrible. Mais quand on sait que Joseph Kabila en 2004 est venu ici pour faire l'éloge de l'époque léopoldienne et faire un discours au Sénat dans lequel il fait l'éloge des pionniers de la colonisation, et quand on sait que des démographes sérieux comme Léon de Saint-Moulin ou Jan van Sien estiment qu'il y avait entre 3 et 6 millions de Congolais ont péri dans cette période-là, c'est tout à fait clair qu'on est confronté à un régime qui ne manœuvre pas dans l'intérêt du peuple congolais.